Bien, bonjour à tous. Pour ceux que je n'ai pas vus, je vous propose une conférence un petit peu atypique sur un sujet où je ne vous aurais pas menti si j'avais vu ce sujet-là sur le programme de la CFCR qui ne m'aurait pas trop emballé ou pas trop excité, mais je vais vous montrer qu'on peut quand même travailler main dans la main avec les rhumatologues et d'ailleurs les confrères. De temps en temps, on entend des... Alors c'est assez simple, on le fait tous sur une mauvaise journée de tacler ou dire lui, il n'a rien compris. Je voudrais vous montrer un petit peu comment on peut travailler avec notamment les rhumatologues. Je vous ai proposé le professeur Vincent Goeb, donc, qui est le chef de service de rhumatologie, donc, qui est rouennais d'origine, qui a été nommé en 2013, et qui est notre chef de pôle autonomie depuis 5 ans. Alors, j'ai mis curiosité intellectuelle parce qu'on n'a pas honte de dire dans le service que je pense que c'est un rhumatologue qui a plutôt bien compris la chirurgie du rachis. Quand je dis qu'il a bien compris la chirurgie du rachis, voilà, s'il y a une hernie discale de méconium de bébé fourmi de 2 mm, je pense qu'il ne va pas nous l'adresser. S'il y a une discopathie 5 étages sur un rachis complètement abîmé, il a compris aussi qu'on n'allait pas l'opérer. Voilà, je pense qu'il a quand même plutôt bien cerné notre spécialité. Et, il va vous montrer même que ça peut lui arriver de temps en temps. Il doit s'ennuyer et devenir un peu au bloc opératoire avec nous pour quelques actes thérapeutiques. Alors, il est marié, il est père de 5 enfants. J'ai la chance d'être le parrain de Rose, que vous avez ici en photo. Et il est lieutenant-colonel, si je ne dis pas de bêtises, également dans les casquettes. Et je vais lui céder la parole pour vous souhaiter une très bonne conférence. Bonjour à tous, merci Johan pour cette belle introduction. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de chance puisqu'on s'entend bien et je pense que le pôle, ça ne sert pas à grand chose dans un CHU, mais quand ça permet de fédérer des unités qui sont complémentaires, qui deviennent amicales et qui permettent de mieux prendre en charge les patients, ça a vraiment du sens. Et pour ça, merci Johan et merci Michel et merci à toute votre équipe puisqu'on travaille bien à Amiens entre rhumatologues et neurochirurgiens. Comment illustrer ce duo? Par quelques petites, sûrement petits rappels et ou anecdotes sur les spondyloarthrites, la polyarthrite rhumatoïde. On verra aussi ce que l'on peut faire de médico-chirurgical pour nos patients. Donc, je pars sur un petit cas clinique. Un monsieur de 37 ans, Jean-Paul, cariste, qui vous consulte pour des rachialgies d'horaires inflammatoires, survenu spontanément depuis 3 mois, qui évolue crescendo. Donc ça, c'est notre lot quotidien. Alors, s'associe une radiculologie de trajet L5 droit, pas de notion de facteur déclenchant, pas de fièvre, pas de l'altération de l'état général. Il n'a aucun antécédent personnel ni familial et il n'est pas soulagé par la prise de diclofénac, ce qui fait que son médecin traitant vous l'adresse. Alors, qu'est-ce qui vous interpelle, nous, en tant que rhumatologue? C'est qu'il a moins de 45 ans, c'est que c'est des rachialgies d'horaires inflammatoires. Elles sont survenues sans facteur déclenchant et ça fait 3 mois que ça évolue. Tout ça, on verra, ça rentre dans les critères de suspicion de spondylarthrite ankylosante. Donc, s'il y a un message sur tout le topo, c'est attention. Le piège le plus classique, c'est un mal de dos peut cacher une spondylarthrite. Et évidemment, ce n'est pas le même traitement. On verra qu'on a un petit peu évolué ces dernières années. Alors, quelle imagerie vous demandez dans ce contexte-là? Je pense qu'on sera tous d'accord qu'on fait des radios standards et la place de la radiographie standard, elle est encore largement utilisée, suffisante dans bien des cas. Et ça permet aussi de ne pas emboliser ni les IRM ni les scanners. Donc évidemment, pas de scintilles, pas de PET scan, même si beaucoup commencent à les utiliser dans plein d'indications. Ici, ça ne sert à rien. Au niveau biologique, qu'est-ce qui nous est utile? Si vous avez une suspicion de spondyloarthrite, une NUM, une recherche de syndrome inflammatoire biologique, éventuellement une électrophorèse des protides, d'une part pour voir l'hyper-alpha-2 s'il y a une inflammation chronique, aussi pour éliminer un myélome, mais là n'est pas le problème. Et puis, typage HLA-B27, si c'est quelqu'un de jeune qui a une douleur d'horaire inflammatoire ou qui a une douleur chronique de plus de 3 mois, ça vaut le coup de le rechercher, même si 10% des Français sont HLA-B27+, et il n'y a pas 10% des Français qui ont une spondylarthrite. Cependant, ça vaut le coup de le rechercher, et on verra pourquoi, puisque ça fait partie des critères de diagnostic actuels. Anticorps anti-CCP, facteur hématoïde, antinucléaire, on ne le fait pas quand il n'y a pas d'arthrite périphérique. Alors, évidemment, si on a ces radios-là, pas de souci, la messe est dite, le patient est adressé à Johan. Mais c'est trop facile. Bien souvent, les radiographies standards sont normales et il faut avancer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander? Dans ce cas-là,
puisque c'est un horaire inflammatoire, puisque c'est quelqu'un de jeune, nous, on ne demande pas de scanner, on demande une IRM. Et pour l'interpréter, on peut se faire aider d'un ami. Mais souvent, l'ami, il est parti en congrès ou il est parti à l'étranger opérer. Donc, vous demandez une amie, pardon, pas celle-là, celle-là. Elle peut être utile. Plutôt demander au professeur Modic. Alors, le professeur Modic, il nous a décrit, il y a quelques années, 3 stades. Les 3 stades sont évolutifs, évidemment, les uns les autres, sont associés à peut-être un meilleur pronostic et peut-être une possibilité de régression. Ça reste à discuter et on pourra en discuter ensemble. Donc, juste un rappel, c'est noir, c'est blanc, il y a un hyposignal et un hypersignal, c'est un Modic 1, c'est un œdème de l'os sous-chondral. Vous avez une infiltration graisseuse, dans ce cas-là, vous avez un hypersignal à la fois en T1, à la fois en T2, c'est un Modic 2. Et quand c'est un peu plus évolué, hyposignal à la fois en T1 et en T2, avec calcification des plateaux vertébraux, avec remaniement fibreux, avec ostéosclérose. Là, on pense bien que l'état régressif, il va être délicat à obtenir. C'est un Modic 3. Donc, je ne déflore pas le sujet qui va venir après avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais on voit que de plus en plus, si notre œil n'est pas suffisamment exercé ou si on est en fin de consultation, comme tu l'as dit, et c'est des fois difficile, on a vu les variations intra-observateurs de nous qui relisons une IRM le matin avant la consultation ou le soir à 19h, forcément, on n'a pas forcément le même point de vue nous-mêmes. Donc, c'est délicat. Et donc, probablement, l'intelligence artificielle nous aidera à mieux calibrer ces images. Là où il y a un vrai avantage et une vraie filière, on peut parler de filière entre nos services et nos équipes, c'est qu'on va se faire confiance et on va discuter facilement. Auparavant, jusqu'à il y a quelques mois, on était sur 2 sites différents dans Amiens. Maintenant, on est dans le même hôpital. Donc, on s'échange facilement les patients, on discute, on tente des infiltrations, on tente un traitement médical pour les discopathies dégénératives, la kiné, l'ergothérapie, l'école du dos, voilà. Et puis, des infiltration des facettes articulaires, thermocoagulation avec Michel. Et puis, quand on n'y arrive pas, on peut aboutir à une prise en charge chirurgicale, comme ici, Johan, c'était un de tes montages hybrides. Je ne sais pas si tu veux le discuter. Non, enfin, voilà. En tout cas, il y a une vraie filière, un vrai partage. Et quand l'un n'est pas sûr de ce qu'il peut faire, il discute avec l'autre. Et je ne sais pas si vous avez cette expérience, mais en tout cas, c'est très, très confortable d'avoir une coopération médico-chirurgicale. Alors ici, notre patient décrit des douleurs d'oreille inflammatoires. On fait une injection. Et cette injection vous montre un aspect inflammatoire des 2 plateaux, des images en miroir. Et si on forçait un petit peu le tableau, ce n'est pas le même patient, mais vous verriez une épidurite. Et donc là, pas de doute, c'est probablement infectieux. Et c'est l'occasion pour moi de remercier Michel Lefranc et toute l'équipe, puisque nous avons mis en place des biopsies de vertèbres sous robot et qui nous permettent à nous de gagner un temps fou, puisque avant, quand vous aviez une suspicion de spondylolisite, vous faisiez vos hémocultures, vous attendiez le créneau d'un radiologue qui peut-être arrivait une semaine après. La biopsie était faite, vous attendiez 10-15 jours pour avoir les résultats, et quand ils étaient négatifs, vous refaisiez une deuxième biopsie vertébrale et vous en attendiez encore les résultats. Ce qui fait que notre durée moyenne de séjour était énorme, l'attente pour le patient n'était pas du tout confortable, etc., etc. Donc, grâce à ça, on fait un repérage simple, on est sûr d'être au bon endroit, on fait plusieurs carottes osseuses, elles sont, vous l'avez vu, de bonne qualité, donc elles sont analysées au laboratoire et ensuite on commence les antibiotiques qu'on adapte en fonction de ce que l'on trouve. Donc vraiment merci, c'est une belle avancée et j'étais fier d'y participer. Ici, notre patient ne retrouve pas d'infectieux, voilà, quelques éléments lymphocytaires, mais rien de plus. Donc la question, et vraiment, si vous avez une question à vous poser, c'est celle-ci, est-ce que ce n'est pas une spondyloarthrite? Donc spondyloarthrite, c'est le nouveau terme. Avant, on avait les spondylarthropathies, maintenant on dit spondyloarthrite, ça se calque à l'anglais. Il y a les spondylarthrites ankylosantes et puis toutes celles qui sont associées aux maladies inflammatoires chroniques intestinales, maladies de Crohn, rectocolite ou au psoriasis, qui donne le rhumatisme psoriasique. Donc on refait une IRM quelques mois après et on voit les lésions de Romanus. Vous savez que sur les radiographies, alors il y a plein d'entités, il y a les spondyloarthrites radiographiques, non radiographiques, périphériques, axiales, mixtes, enfin on peut décliner à l'infini. En tout cas, quand vous avez un syndesmophyte, un stalactite ou un stalagmite qui vont à la rencontre l'un de l'autre et qui vont bloquer les vertèbres, voilà, l'émergence de ça se voit au niveau magnétique.
avec les angles des vertèbres qui sont inflammatoires. Donc le détecter, c'est déjà accélérer le diagnostic. Alors, on ne sait pas si nos traitements permettent d'éviter la progression vers des syndesmophytes, mais en tout cas, on détecte rapidement ces lésions chez des gens jeunes qui souvent se font taxer d'être des feignants, qui ne veulent pas bosser, c'est dans leur tête, c'est des fibromyalgiques, etc. Non, un diagnostic de spondylarthrite ankylosante doit s'éliminer. Donc avec la même chose au niveau postérieur. Donc bien regarder le côté antérieur du corps vertébral, bien regarder le côté postérieur, et puis parfois aussi regarder les facettes articulaires s'il n'y a pas des signaux inflammatoires. Donc là, c'est une IRM qui montre toutes les lésions qu'on peut observer. Alors là, quand on a celle-ci, on est content, avec sur les flèches blanches, ici, des lésions de Romanus, sur les têtes de flèches blanches, des lésions de dégénérescence graisseuse, parce qu'il faut bien comprendre que dans l'histoire d'une spondyloarthrite, d'un rhumatisme inflammatoire, il y a des poussées. Donc vous avez des fois des phases actives très inflammatoires et puis des phases séquelaires de cicatrisation avec des remaniements graisseux. Donc une IRM, quand le radiologue vous dit c'est dégénératif, oui, c'est dégénératif à l'instant T, mais pourquoi c'est dégénératif? Est-ce que on peut dire que c'est mécanique parce qu'il y a une surcharge, parce qu'il y a une contrainte, parce qu'il y a un travail forcé, ou si c'est une petite crevette de 20 ans, probablement c'est peut-être qu'il y a eu une lésion inflammatoire avant. Donc il faut vraiment interpréter ces imageries dans un contexte médical et du patient avant tout. Voilà, donc vous voyez même sur les cercles blancs des syndesmophytes, voire sur la flèche noire, un vrai pont osseux entre deux vertèbres qui explique bien pourquoi c'est ankylosant et pourquoi le patient perd sa mobilité. Et nous, l'intérêt, c'est de mettre des traitements rapidement. On va reparler des biothérapies qui permettent de restaurer une fonction articulaire importante au patient. Donc pour récapituler, on recherche des discopathies dégénératives, on recherche des lésions de Modic ou d'arthrose interapophysaire postérieure, on recherche des lésions de spondyloarthrite et on élimine toujours une spondylodicite infectieuse. Avec dans tous ces cas, sur des revues récentes, un œdème sous-cutané postérieur que l'on peut observer sur l'IRM. Donc les critères de spondylarthrite ankylosante, ce qui doit vous alerter, ce qui fait que Johan et son équipe nous adressent les patients, voilà, ça dure depuis plus de 3 mois, que ce soit une douleur d'horaire mécanique ou d'horaire inflammatoire, plus de 3 mois, c'est pas normal quand on a moins de 45 ans. Donc c'est un deuxième critère. Soit vous avez une sacroïlite sur les radiographies standards, sur le scanner ou sur l'IRM, soit vous avez la présence de la LHLAB27 et de 2 critères parmi les arthrites, les anthésites, notamment au niveau du tendon d'Achille, une uvéite, dactylite, donc c'est l'orteil ou le doigt en saucisse, le psoriasis, la maladie de Crohn, une rectocolite. Bonne réponse aux AINS, mais ça c'est discutable. Antécédent familial de spondyloarthrite ou d'autres maladies chroniques inflammatoires type psoriasis, Crohn ou autres. Présence de la LHLAB27 et ou syndrome inflammatoire biologique objectivé. Donc tous ces critères-là sont à rechercher et ça vous facilite votre adressage. Si vous n'êtes pas certain qu'il faille opérer le patient, n'hésitez pas à prendre un avis avant d'y aller. Alors parfois, vous savez bien, vertèbre blanche, attention, est-ce que c'est un pagette? Est-ce que c'est une métastase condensante? Est-ce que c'est un lymphome? Est-ce que c'est une tuberculose? Voilà, on a des diagnostics bien précis. Ça peut être aussi inquiétant avec une spondylite très très inflammatoire, mais nous, quand le patient a du psoriasis, on est plutôt rassuré et c'est assez typique du rhumatisme psoriasique, même si les images peuvent être inquiétantes. Alors pour ça, on a quand même une révolution en rhumatologie. On n'en est plus aux corticoïdes et au seul méthotrexate. On a ce qui s'appelle les biomédicaments, des immunothérapies ciblées, où on cible un agent de l'inflammation avec un prix à payer, peut-être un petit risque infectieux, voire cancéreux. Donc, bien entendu, on fait des bilans complets avant de mettre les patients sous traitement. Mais ces traitements ont changé nos pronostics des rhumatismes. Alors, sur Amiens, on a la chance d'avoir, vous vous rappelez peut-être ce dessin animé, Les Maîtres de l'Univers, où un homme devient un surhomme. On a le même à Amiens, en fait. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais les biomédicaments fonctionnent aussi à Amiens. Et donc, dans toutes les études de preuve de concept, vous avez avant et après traitement un nettoyage de l'inflammation rachidienne. Donc évidemment, dans ces cas-là, il ne faut pas opérer le patient, il faut nous donner la main et être patient, parce que c'est des fois 28 semaines, des fois c'est 56 semaines, donc plus d'1 an avant d'avoir l'effet thérapeutique, mais on l'obtient et les patients sont restaurés. Alors que ce soit sous anti-TNF, qui est un des médiateurs inflammatoires, que ce soit au niveau du rachis, que ce soit au niveau des sacroiliacs, on a des preuves d'efficacité.
et que ce soit aussi sous anti-interleukine 17 ou autre immunothérapie. C'est vraiment comme une canalisation qui fuit. L'inflammation, c'est ça, hein, il y a plein d'acteurs possibles. Donc on ferme un robinet, on n'a aucun aujourd'hui facteur prédictif de réponse à un traitement, on ne sait pas ce qui va marcher ou pas marcher, on sait ce qui peut être toxique ou pas par contre. Donc on ferme un robinet, on attend quelques mois, ça ne fonctionne pas, on en ferme un autre, et puis on arrive toujours à trouver une solution. Tout ça, c'était le chapitre spondyloarthrite, spondylarthrite ankylosante. Notre autre rhumatisme inflammatoire chronique le plus fréquent, c'est la polyarthrite rhumatoïde, qui, et vous le savez bien, peut toucher des femmes très jeunes ou plutôt des femmes un peu plus âgées, quelques hommes aussi. Et il y a quelques années, une dame qui, au décours de sa grossesse, commençait une polyarthrite rhumatoïde, quelques années après, ou voire quelques mois après, elle n'était plus capable d'ouvrir une bouteille d'eau. Donc forcément, c'est compliqué. Grâce à nos traitements, on a pu améliorer considérablement le pronostic articulaire et fonctionnel de ces patients. Pour autant, les lésions de polyarthrite rhumatoïde nous concernent toujours et font l'objet d'échanges entre la rhumato et la neurochir, parce qu'il y a des érosions, parce qu'il y a des subluxations, parce que vous avez toujours parfois un panus synovial qui va éroder au niveau périodontoïdien, et que ce panus, c'est très curieux, il peut évoluer à bas bruit, et pour ce propre compte, vous avez une patiente qui est tout à fait bien cliniquement sur ses articulations périphériques, et qui va avoir mal au cou, et qui va avoir des signes neurologiques, et dans ce cas-là, évidemment, on a l'IRM facile. Vous avez aussi des subluxations atloïdo-axoïdiennes antérieures, verticales avec l'impression basilaire, et l'indice de Ranawat, dont mon patron était fan, nous posait les questions à chaque staff. Les subluxations latérales postérieures, etc. Il y en a plein qui sont décrites. Là où je peux aussi attirer votre attention, c'est sur le risque d'ostéoporose des rhumatismes inflammatoires chroniques. Vous allez mettre des vis dans un os qui est peut-être fragile. Là encore, il ne faut pas hésiter. Vous nous demandez, on fait une densitométrie osseuse, on fait un statut phosphocalcique, on discute et on vous dit vous allez avoir un os solide ou pas. Ça peut éventuellement vous aider dans votre chirurgie. Donc, la preuve par l'image, il y a moins d'interventions, mais il y en a encore quelques-unes. Et ça, Johan, si tu veux nous commenter ta patiente. Oui, tu peux mettre la suivante. Oui, on voit une diastasiste entre l'arc antérieur de C1 et C2 avec une sténose de la jonction bulbomédulaire chez une dame que j'ai programmée là cet été, finalement qui est fusionnée sur les masses latérales du côté droit et qui on proposera bien sûr une décompression avec pourquoi pas un vissage transarticulaire unilatéral du côté droit. C'est ce que tu as dit, c'est des instabilités C1, C2, on en voit encore quand même. On en voit encore, et donc voilà, y penser, et c'est autant valable pour les chirurgiens que pour les rhumatos. Voilà la fin de mon propos. Je voulais finir quand même pour dire tout le bien que je pense de notre Johan Pelletier national. Je pense que tout le monde ici nous l'envie et vous ne le ramènerez pas chez vous, il restera à Amiens. Donc juste vous montrer quelques particularités du personnage, que ce soit donc le parrain, ce qu'il a dit, l'athlète nageur, le grand blessé de guerre, le boucher, le chef d'orchestre ou le baigneur. Alors attention les yeux, voilà, vous avez la preuve par l'image que Johan est multitâche. Et c'est pas tout, hein. Il est aussi jardinier, grand pêcheur, et j'ai la chance de l'avoir comme chef de pôle adjoint, et vous voyez qu'il est débordé par le boulot, la preuve encore par l'image. Donc c'est un vrai bonheur de travailler avec cette équipe et son chef de service. J'en profite aussi pour remercier le professeur Frégé et le professeur Legard, sans qui je ne serais pas agrégé à Amiens. Donc l'un et l'autre m'ont beaucoup aidé, et pour moi, la coopération neurochir-rhumato, elle passe aussi par des doyens d'excellence et des patrons impressionnants comme j'ai eu la chance de les connaître. Je vous remercie. Merci Vincent pour cette conférence. Y a-t-il des questions ou des remarques dans la salle? On a 8 minutes pour prendre quelques questions. Bonjour, merci pour cette belle présentation, Jonathan Lebar, c'est Rennes Saint-Grégoire. Deux petites questions. Une première surtout technique pour l'ostéoporose. On a beaucoup de malades ostéoporotiques, on les dépiste, mais après la question est le traitement et surtout le délai d'attente. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre d'initier un traitement, et dans ce cas-là, combien de temps, ou de toute façon, on n'aura pas de résultat
clinique très précoce et du coup, mieux vaut quand même faire la chirurgie malgré l'ostéoporose? C'est une bonne question. Alors, si vous avez une vraie ostéoporose avec une densitométrie qui est très très basse et que vous avez le temps, on peut discuter le teriparatide. C'est le seul traitement ostéoformateur dont on dispose. Tous les autres sont plutôt ostéoclastes bloquants. Donc, ils vont limiter la résorption, voire l'arrêter, mais ils ne vont pas forcément beaucoup augmenter votre masse osseuse. Par contre, le teriparatide, qui est un analogue de la PTH, lui va augmenter votre densitométrie. Donc, si vous avez le temps, alors on est un peu hors des clous quand il n'y a pas au moins 2 tassements de vertèbres, puisque c'est la seule indication où il est remboursé en France. Mais il a quand même l'indication. Donc, vous pourrez le prescrire, il ne sera pas forcément remboursé. Mais si vous voulez vraiment gagner en masse osseuse, c'est le traitement qui serait recommandé. Pour combien de temps? Enfin, avant combien de temps on a déjà en 6 mois, en 6 mois, vous gagnez de l'efficacité, et nous, on le prescrit 18 mois. Donc, si le patient peut attendre 1 an et demi, c'est mieux. Mais si déjà au moins 6 mois peuvent être faits, ça c'est très bien. Ce qui permet aussi de compléter le bilan pré-anesthésique, l'état des dents, etc. Et puis voilà, finalement, 6 mois, ça passe très vite. Merci. Bonjour, Mourad Oulskiman. Salut Merci. Mourad. Merci Vincent, je suis très content de te revoir ici. De même. Je t'ai connu à Rouen et je vois que tu as formé un beau binôme. Moi, la question que j'avais à te poser, c'était peut-être le besoin d'un petit rappel sur les molécules sur lesquelles on doit être attentif pour les arrêts précoces avant chirurgie. Il y a pas mal de molécules qui sont immunosuppressives et pour lesquelles on doit être prudent chez ces patients qui ont des rhumatismes inflammatoires un peu chroniques. Est-ce que tu peux nous donner quelques points d'alerte? On se pose toujours des questions avec les nouvelles molécules qui sont sur le marché. Eh bien, écoute, c'est une très bonne question. Là encore, il ne faut pas hésiter à appeler son correspondant, ça prend 30 secondes. Mais sinon, en gros, corticothérapie de plus de 10 mg par jour, vous avez un risque infectieux, déjà. Méthotrexate, on peut le laisser, par contre, il va retarder votre cicatrisation. Donc, si vous voyez que c'est une vraie grosse plaie, etc., il vaut mieux arrêter le méthotrexate. Et après, sur tout ce qui est immunothérapie ciblée, que ce soit les anti-TNF, les anti-interleukine 1, interleukine 6, etc., vous avez des demi-vies qui sont variables. Et donc, en gros, si vous faites une injection tous les 15 jours, vous arrêtez 2 fois l'intervalle. Donc, si c'est tous les 15 jours, vous arrêtez 1 mois. Si c'est tous les mois, vous en arrêtez 1 de plus, enfin, etc. Et les traitements qui sont les plus compliqués sont les traitements anticellulaires, par exemple le rituximab, qui a un rôle de déplétion des lymphocytes B. Et on a été embêté pendant le Covid, puisque sur au moins 6 mois, il va vous bloquer votre réponse B, donc il va diminuer votre capacité à fabriquer des anticorps. Là, vous êtes embêté, il faut faire un dosage pondéral des immunoglobulines pour vérifier si le patient en a suffisamment avant de l'opérer. Sinon, vous avez un vrai risque infectieux. Et là, si c'est un polytraumatisé, on va lui injecter des anticorps avant, mais sinon, il faut attendre. Et c'est quoi l'indication du rituximab en question? Le rituximab, comme c'est un anti-lymphocyte B, il va être indiqué dans toutes les maladies qui vont fabriquer des anticorps, donc lupus, polyarthrite rhumatoïde principalement. Merci beaucoup. Sinon, vous avez les fiches du CRI, le Club Rhumatisme Inflammation, où vous avez tous les traitements qui sont listés avec des conseils d'arrêt de ces traitements. Mais je pense que le plus simple, c'est d'appeler votre correspondant rhumato. Il ne faut pas hésiter. D'autres questions, d'autres remarques? J'en profite. On va changer un peu de sujet, la relation rhumato-chirurgien. On a beaucoup parlé d'inflammatoire, de maladies inflammatoires, et je vois que ça intéresse beaucoup les rhumatologues. À Rennes, ils sont très branchés aussi. Moi, ma question aujourd'hui, en 2023, c'est quelle est la relation pour les pathologies rachidiennes mécaniques? C'est-à-dire, qui est le médecin du dos au final? On voit bien que c'est un peu moins le rhumatologue, c'est un peu plus le chirurgien. Il y a le MPR aussi qui essaye de faire sa place. Comment vous, rhumatologue, vous voyez les choses aujourd'hui? Qui fait quoi? C'est une bonne question. C'est souvent le premier qui est là et puis qui fait ce qu'il peut. Après, franchement, il n'y a pas de... En tout cas, de mon point de vue, il n'y a pas de compétition entre nous. On est... rhumato, on est 2000 en France. Voilà, avec une courbe qui va ne faire que diminuer sur les 10 prochaines années. Donc sincèrement, on ne va pas se battre pour des patients. Moi, si le patient il est bien soulagé par son chirurgien et qu'il trouve une solution et qu'il prescrit des AINS et que ça se passe bien, moi ça me va. Et pareil, si c'est un MPR ou pas. Enfin, je pense qu'il faut connaître ses limites. Voilà. Si le chirurgien a un doute sur une spondylarthrite,
j'apprécie qu'il me l'envoie. Et moi, si j'ai un doute sur quelqu'un qui est à la limite de se faire opérer, je pense que Johan ou Michel, je vous envoie les patients et puis on discute rapidement. Et puis si vous ne l'opérez pas, on a le temps de faire des infiltrations, etc. Mais s'approprier une pathologie, je crois qu'on n'a pas ces moyens-là, on n'est plus assez nombreux. Donc, et puis nous, on est débordés par les rhumatismes inflammatoires. Et sincèrement, il y a un enjeu, puisqu'une polyarthrite, encore une fois, si on ne la traite pas dans les 6 mois, elle va détruire ses articulations irrémédiablement. Une ostéoporose fracturaire, si on ne la traite pas dans les 6 mois, il y a la cascade fracturaire, elle va se recasser quelque chose. Donc là encore, il faut traiter. Donc on a plusieurs fronts, mais on n'est pas assez de soldats. Donc franchement, moi, ça me va très bien que ce soit un MPR ou un ortho. Ou enfin voilà, pas de souci. Du moment que chacun connaît ses limites, et puis voilà. Et refaire des staffs. On avait des consultations médico-chirurgicales à Rouen, c'était vraiment très bien. C'est vrai que maintenant, on a moins de cette interaction, cette consultation formalisée, mais pourquoi pas de refaire une consultation tri- ou quadripartite de temps en temps. Merci. Bien, merci. Je vous remercie pour votre attention. Merci encore Vincent, et on va laisser la place aux jeunes qui vont nous parler de l'intelligence artificielle et la robotique. Merci à vous.